Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus ici au sous-sol de la Maison des Sciences de l'Homme, boulevard Raspail. Je remercie infiniment Rachad Antonius d'avoir accepté notre invitation à traverser l'Atlantique pour présenter son dernier ouvrage intitulé La conquête de la Palestine. Et je remercie Jean-Paul Chagnoulot, directeur de l'IREMO, qui a passé la main à une nouvelle directrice, mais directeur, fondateur et directeur pendant longtemps de l'IREMO, qui a accepté à la fois de participer à l'échange qui aura lieu après la présentation de l'ouvrage et qui a accepté également le partenariat pour organiser cette soirée. Nous en sommes très honorés. Quelques mots de présentation de Rachad Antonius. Rachad Antonius est associé au département de sociologie de l'Université de Québec à Montréal. Il y a enseigné pendant de nombreuses années. Il est membre associé du Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions à l'Université de Québec à Montréal. Et il a publié un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels Islam et islamisme en Occident, en partenariat avec Ali Belaïdi, et puis ce dernier ouvrage, La conquête de la Palestine. Il s'est beaucoup intéressé aux questions de groupes minoritaires dans la société canadienne et au-delà, de questions de racisme, de discrimination, de droits des uns et des autres. Et l'une de ses particularités, c'est sa capacité à énoncer en termes simples des sujets difficiles, sa capacité également, et c'est très précieux pour notre échange de ce soir, à échanger de manière paisible sur des sujets extrêmement difficiles, délicats, très tendus parfois. Et nous le remercions d'avoir accepté justement ce débat. Cette présentation n'est pas simplement une promotion, c'est véritablement un échange sur un sujet difficile et dont vous connaissez la complexité. Rachad, cher, merci encore et la parole est à toi. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je suis extrêmement honoré de pouvoir présenter ici, mais aussi avec des discutants qui, pour moi, sont des références que je lis depuis longtemps et dont je consulte les ouvrages parce qu'ils m'éclairent. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est pas toute la présentation que j'ai préparée. Je vais passer à mon diaporama dans quelques minutes. C'est souligner certains aspects qui me semblent les plus importants et au besoin, on pourra dans la période de discussion aborder d'autres aspects. Dans ce diaporama, vous allez me voir passer rapidement à travers un certain nombre de diapositives que je ne vais pas discuter, mais qui sont là et qu'au besoin, on pourra y revenir. Ça fait très longtemps que je travaille sur la question de la Palestine et que je suis impliqué dans des groupes de dialogue avant que ce soit la mode à partir d'Oslo. En 1998, une concitoyenne de Montréal, Janet Weinroth, qui avait vécu dans des kibbutz israéliennes et qui avait fondé une association qui s'appelait Regroupement pour un dialogue Israël-Palestine et qui regroupait des juifs sionistes, des juifs antisionistes, des arabes, des juifs non pratiquants et des palestiniens, et donc qui visait à établir un dialogue. Et la question du dialogue est restée extrêmement centrale pour moi, mais en tirant les leçons de l'après-Oslo. Après Oslo, je vais revenir à certains de ces détails, les Américains ont mis des millions de dollars, des dizaines de milliers de dollars pour promouvoir des dialogues qui étaient des marchés de dupes. Pourquoi? Parce que ces dialogues se sont avérés être non pas des dialogues pour accompagner un vrai processus de paix, mais c'était des dialogues pour remplacer le processus de paix. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait un vrai processus de paix, on réduisait le conflit
à sa dimension psychologique et on investissait beaucoup pour faire des dialogues. Alors, ma critique d'Oslo est un peu plus profonde que ça, mais je voulais dire simplement que en ce moment, même avec la situation actuelle, le dialogue reste absolument important avec les gens qu'on considère être nos ennemis ou des gens qu'on considère être ne pas partager nos choix fondamentaux. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à écrire tout ça? Les débats, surtout à la télévision canadienne et québécoise, m'exaspéraient parce que des éléments absolument essentiels du conflit étaient passés sous silence et très souvent inconnus de la plupart des commentateurs ou des journalistes qui en parlaient. Et j'ai voulu recentrer l'histoire sur ce qu'il y a d'essentiel. J'ai commencé quelques semaines après le 7 octobre à écrire un texte et à publier un texte dans les journaux qui avait pour titre « L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre » parce que tous les comptes rendus dans les médias, toutes les nouvelles dans la télévision commençaient par la fameuse phrase « Depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre ». Et ce texte, je l'avais intitulé « L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre ». Et j'argumentais que le 7 octobre est le résultat d'une guerre de 100 ans et non pas le point de départ. Je me suis donné comme tâche pour cet ouvrage de démontrer cette assertion, d'en faire une démonstration aussi rationnelle que possible et aussi sereine que possible. Et donc, ce que j'ai fait n'est pas une histoire du conflit. Je ne suis pas historien. Et ce n'est pas une histoire du conflit. J'aborde un seul aspect du conflit, le processus de prise de contrôle d'une terre qui était arabe essentiellement pour en faire une terre qui ne l'est plus. Comment ça s'est fait, ce processus? C'est la seule chose que je fais. Et là-dessus, je me base sur les vrais historiens, parce que je n'en suis pas, dont une majorité d'historiens israéliens, pas seulement des antisionistes comme Ilan Pappé, mais aussi des sionistes comme Benny Morris, parce que je pense que même si on ne compte que sur des historiens israéliens, on peut raconter la même histoire que celle que je raconte. Donc, c'est ça le résultat de cette réflexion. Et donc, je vais passer très vite sur beaucoup d'aspects de mes diapositives. L'idée principale, c'est qu'une transformation politique et démographique majeure a eu lieu au courant du XXe siècle, que plusieurs historiens, tels Ilan Pappé, qualifient de nettoyage ethnique. Je vais argumenter au bout de ma démonstration que la notion de nettoyage ethnique est fondamentale pour comprendre le processus et que ce nettoyage a pris des formes différentes. Au début, c'était une invitation courtoise à quitter le territoire, qui est devenue un peu plus violente et qui se termine par un massacre. Alors, il y a une seule des remarques préliminaires que je veux aborder, celle de l'impression d'être bien informé. Je discute souvent avec des journalistes qui sont absolument convaincus qu'ils connaissent tout de la question et je me suis posé la question, mais d'où vient cette impression? Et je crois qu'elle vient du fait que l'espace public et médiatique est saturé. Ça veut dire que vous ouvrez n'importe quel journal, n'importe quelle télévision, vous allez trouver qu'on parle de la Palestine en permanence. Et on a l'impression donc qu'on est bien informé parce que quand on lit, on voit que les mêmes nouvelles se répètent. On dit, bon, ben, on a fait le tour de la question. Sauf qu'il y a une partie importante des nouvelles qui viennent de milieux alternatifs, qui, dans le discours public, ont été discrédités comme étant marginaux, radicaux, alors qu'ils contiennent des faits qui sont beaucoup plus solides que ceux qu'on trouve dans le discours dominant. Alors, dans le livre et dans ma présentation, je parle un peu plus de quel a été le point de départ d'Israël. Et quand je parle à des publics plutôt arabophones, j'insiste beaucoup sur une question que je n'ai pas besoin sur laquelle je n'ai pas besoin d'insister ici, c'est la persécution, les persécutions, discrimination, les persécutions, les pogroms qui ont fini par un génocide contre les Juifs européens, qui ont fait que pour eux, Israël était une question existentielle de survie. Et c'est important de comprendre ce point de vue-là, même surtout si on pense que les Palestiniens sont victimes et qu'il faut argumenter en faveur de leurs droits, mais il faut le faire en tenant compte de cette réalité
Ça ne veut pas dire qu'on va accepter toute la logique du sionisme, mais ça veut dire qu'on va en tenir compte dans la façon d'aborder la question et dans la façon d'en parler. Donc, mon point de départ, c'est 1900. Ça aurait pu être quelques années avant ou après. Il n'y avait pas de pays qui s'appelait la Palestine. Il n'y avait pas d'État. Il y avait une région qui s'appelait la Palestine. Et les habitants ne s'appelaient pas les Palestiniens, ils s'appelaient les Arabes de Palestine. Et toute la région était divisée en gouvernorats, administrés et sous l'autorité de l'Empire ottoman, qui s'est écroulé, donc, comme tout le monde le sait, au courant de la Première Guerre mondiale. La société était majoritairement arabe, avec ses citadins, avec la majorité d'agriculteurs, et de tribus bédouines semi-sédentarisées, et ça, c'était la majorité. Il y avait des villes assez importantes, il y avait une petite et une moyenne bourgeoisie, et il commençait à y avoir une très grande bourgeoisie à cause du fait que, comme résultat de la privatisation des terres agricoles qui avait été entreprise par l'Empire ottoman au milieu du 19e siècle. Donc, ça avait créé une classe de grands propriétaires terriens. La population, alors, il y avait des institutions. Il y avait des cours de justice, il y avait des institutions municipales, il y avait des écoles, il y avait des représentations politiques des gens qui habitaient là au Parlement à Istanbul. Il y avait une petite bourgeoisie qui était ouverte sur l'Occident et qui parlait diverses langues. Et il y avait à peu près 6% de juifs dans cette population, dont une partie était des juifs arabes, donc pas des immigrés européens, mais des juifs arabes, et une autre partie qui était des juifs essentiellement d'origine européenne, et qui étaient là pour des raisons purement religieuses. Je voulais être là parce que c'est Sion, parce que c'est Jérusalem. Les juifs arabes, d'ailleurs que la Palestine, ne se rendaient pas en Palestine. Non pas. Les frontières étaient ouvertes. Ils auraient pu. Si on était un juif égyptien, il suffisait de prendre les moyens de transport de l'époque, quels qu'ils soient, et de se rendre. Il n'y avait pas de frontières. Mais ils ne se rendaient pas. Les juifs qui étaient là, qui n'étaient pas des juifs autochtones du lieu, étaient des Européens qui venaient pour des raisons religieuses. Et donc, les institutions étaient ottomanes. 100 ans plus tard, le même territoire est entièrement contrôlé par un État qui se dit l'État juif, qui se disait l'État des Juifs jusqu'en 2018 et qui a changé sa loi fondamentale pour se dire l'État juif. Ce territoire est reconnu par la communauté internationale comme étant légalement Israël dans 78% du territoire. Les 22% qui restent, qui sont la Cisjordanie et Gaza, sont considérés comme des territoires occupés militairement et sur lesquels la 4e Convention de Genève s'applique. Et ça, y compris les amis les plus fidèles d'Israël, partagent cette vision du statut légal des territoires. La question, c'est comment on est arrivé là. Habituellement, évidemment, quand j'ai 1 heure pour parler, je vais dans tous ces détails, je vais aller assez vite sur certains détails. Je dirais qu'il y a 4 moments clés, mais je vais en parler de 3 et je vais dire pourquoi le 4e, je le mets de côté temporairement. Parce qu'il a une autre statut. Les 4 moments clés, c'est la déclaration Balfour et le mandat britannique qui forment un même moment structurant. La deuxième partie, c'est depuis la résolution de 47 jusqu'à l'armistice de 49, et la guerre de 67 est le 3e moment, et ensuite les accords d'Oslo 93-95. Je ne vais pas parler beaucoup de la guerre de 67 pour une raison simple. J'ai choisi comme angle une approche qui examine la façon dont on a légalisé le processus par le droit international. La guerre de 67 a permis des conquêtes territoriales énormes pour Israël, mais elle n'a pas permis à Israël de changer le statut légal de la Cisjordanie et de Gaza et d'en faire son territoire, alors qu'en 1949, il avait réussi. Parce que vous savez bien que, je vais aller dans ces détails tantôt, la frontière actuelle, le territoire actuel, qui est reconnu par le monde entier, y compris par les Palestiniens, comme étant Israël, n'est pas ce que l'ONU a voté.
Alors, allons dans les détails. Donc, je mets de côté 67 parce qu'elle n'a pas changé le statut légal, mais elle a changé évidemment le rapport de pouvoir immédiat. Et ce que j'essaye, la ligne de développement de cette analyse est que depuis 100 ans, il y a un processus de prise de contrôle du territoire qui était occupé par des Arabes pour en faire un territoire à majorité juive et contrôlé par des personnes qui ont un lien avec le judaïsme, elles ne sont pas toutes croyantes, et qui revendiquent donc au nom du sionisme un État qui les représente. Bon, alors, la période de 1917 à 1947 a été une période de recours indirect au droit international. Pourquoi indirect? Parce que c'est la Grande-Bretagne qui gérait, avec le mandat. Et dans cette période, il y a un moment qui est structurant. Qu'est-ce que je veux dire par structurant? Les années de 17 à 22 ont été des années d'intenses négociations pour transformer la déclaration Balfour, qui était une promesse, en une série de règles légales, institutionnelles et politiques qui vont permettre au mouvement sioniste de fonctionner pendant 25 ans, à l'ombre de ces nouvelles règles de jeu. C'est pour ça que ce moment, je le considère structurant. La deuxième étape de 47 à 49 a, elle, été aussi structurante. Il y a eu la résolution de l'ONU, il y a eu la guerre, il y a eu les réfugiés et finalement l'armistice. Pendant ces 2 années, Israël est passé d'une organisation qui fonctionnait à l'intérieur et sous l'égide de l'Empire britannique, du mandat britannique, à un État qui était autonome, souverain et qui pouvait lui-même transformer le territoire sans avoir besoin de la Grande-Bretagne de façon légale, directe. Il pouvait le transformer à la fois par la guerre et l'occupation. Et les deux éléments de guerre et de prise d'occupation du territoire sont très importants et on va les voir. Et donc, le moment 47-49 où on est passé de la partition à l'armistice a été structurant, c'est-à-dire qu'il a établi les règles du jeu pour les 40 ans à venir. Le troisième moment structurant, c'est celui d'Oslo. Le processus d'Oslo a commencé en 93 et en 95, c'est Oslo II. Et Oslo II, cette période, Oslo II, avec la division de la Cisjordanie en 3 morceaux, en 3 catégories, en 3 types de territoires A, B et C, a permis à Israël d'intensifier la colonisation et d'aller 5 fois plus vite qu'avant la paix. Et donc, j'ai appelé ça stratégie de contournement du droit international, où la colonisation, la prise de contrôle du territoire a continué et s'est intensifiée sous couvert de processus de paix. Et elle était beaucoup plus efficace comme prise de contrôle de territoire sous couvert de processus de paix qu'avec la guerre. Et c'est ces détails que je veux examiner, donc je vais passer rapidement parce que je vais essayer d'aller à l'essentiel. Très rapidement, pour la déclaration Balfour, tout le monde la connaît, je suis sûr qu'ici, je n'ai pas besoin de la définir, mais je vais attirer votre attention sur 2 petits points. Le texte anglais fait 67 mots. Dans ces 67 mots, on reconnaît 2 fois le droit des Juifs en Palestine et 0 fois le droit des habitants majoritaires de la région. À cette époque-là, au moment de Balfour 17, les Juifs immigrés d'Europe, ainsi que les Juifs qui habitaient là, formaient ensemble 8% de la population. En 22, ils vont devenir 13%. 8%, ça veut dire que les 92% de la population étaient des Arabes, chrétiens ou musulmans, qui se définissaient comme Arabes de telle région, de telle ville, de tel gouvernorat, beaucoup plus que de façon nationaliste. Et donc, on nomme le peuple juif et on lui reconnaît 2 droits, celui d'avoir un foyer national et celui de garder le même statut politique dans tous les pays d'où les immigrants juifs européens viennent. Et je dis immigrants juifs européens parce que jusqu'en 1948, il n'y avait presque pas d'immigrants juifs des pays arabes. Ils venaient essentiellement d'Europe. Alors, on les nomme, eux, qui formaient à cette époque-là 8% de la population, et les 92% de la population ne sont même pas nommés.
ils sont désignés par ce qu'ils ne sont pas, pas par ce qu'ils sont. Le texte dit, rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni aux droits civiques et religieux des collectivités non juives existant en Palestine. Regardez le terme, hein, on les désigne par ceux qui ne sont pas. Et on leur reconnaît des droits civiques et religieux, mais pas politiques. Donc, vous voyez, le verre est dans la pomme depuis plus de 100 ans. Alors, le mandat britannique va reprendre cette promesse qui n'a pas de dents, qui ne mord pas, cette promesse est une promesse, et il va lui donner un statut légal, administratif, politique, et écrit explicitement dans le mandat britannique, le mandataire assumera la responsabilité d'instituer dans le pays un état de choses politiques, administratives et économiques de nature à assurer l'établissement du foyer national pour le peuple juif et assurer également le développement d'institutions de libre gouvernement pour ce même peuple. On ne parle pas des autres. Et l'organisation sioniste est nommée comme interlocuteur privilégié du mandataire pour réaliser cet objectif. Alors, il y a une chose assez intéressante que les spécialistes connaissent évidemment, mais que beaucoup de citoyens qui s'intéressent à la question ne connaissent pas, c'est le débat qui a eu lieu à la Chambre des Lords en 1922. La Chambre des Lords, c'est la Chambre haute, et la Chambre haute débat, un des Lords dit le mandat pour la Palestine dans sa forme actuelle est inacceptable pour cette Chambre parce qu'il viole directement les engagements pris par Sa Majesté, et il liste les engagements. Le débat est encore plus intéressant que la résolution, parce que dans le débat, non seulement ils expliquent que le mandat viole l'esprit même du système mandataire qui devait accompagner les majorités à devenir autonomes, mais il y a des détails innombrables qui montrent comment, bien avant le mandat, le haut-commissaire britannique Sir Herbert Samuel, qui était un sioniste convaincu laïque, commence à mettre en place de façon réaliste et très concrète toutes les dispositions qui vont être légalisées par le mandat. Et le texte de ce débat qui est disponible publiquement sur le Hansard britannique est extrêmement intéressant parce qu'en le lisant, on voit que ce que moi je voyais dans les années 70 et que je critiquais en Cisjordanie était déjà mis en place depuis plus de 100 ans. Et donc, finalement, la Chambre des Lords adopte cette résolution. Ça veut dire qu'elle rejette le mandat, mais le vote de la Chambre haute n'était pas contraignant pour le Parlement, et il vote l'acceptation du mandat. Et une fois que le mandat est accepté, le mouvement sioniste est capable de mettre en place toutes les institutions qui vont aboutir en 1947 à une structure qui est celle d'un État. Ils sont prêts à gérer tout le territoire, y compris dans sa dimension militaire. Tout est là, les institutions, les contacts, la connaissance du terrain, tout. À cette époque, la région s'appelait la Palestine, personne ne le contestait. D'ailleurs, la carte qu'il y a sur le livre est une carte qui date des années, je pense, 41 ou à la fin des années 30, je ne suis plus sûr, ou qui indiquait Palestine, tout simplement. Et puis, voilà. Alors, le deuxième moment structurant est beaucoup plus connu, je vais aller très rapidement là-dessus, sauf pour un point de détail qui est important. Le discours officiel israélien est le suivant. Il dit, en 1947, l'ONU a créé 2 États, vous aviez la possibilité d'un État arabe, vous l'avez refusé, il y a eu une guerre parce que vous l'avez refusé, et les réfugiés parce qu'il y a eu une guerre. Donc, vous êtes responsable de la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Les historiens israéliens ont montré tout à fait autre chose. Ilan Pappé a montré, par exemple, qu'avant la guerre et avant même la déclaration de l'État d'Israël, l'expulsion des Palestiniens avait commencé. 250 000 Palestiniens ont été chassés de leur maison avant la déclaration officielle de la fondation de l'État d'Israël et avant que les armées arabes n'essayent de protéger la partie qui devait rester arabe. Et donc, on peut dire que c'est parce qu'il y a eu des réfugiés palestiniens dans les capitales arabes que les gouvernements ont fini de façon un peu à reculons à s'engager dans cette guerre.
et pas le contraire. C'est pas la guerre qui a causé les réfugiés, c'est les réfugiés qui ont causé la guerre. Et ça, Ilan Pappé n'est pas le seul à le dire. Benny Morris le dit aussi. Il ne le dit pas dans ces termes-là, mais il démontre que les massacres ont commencé bien avant l'établissement de l'État d'Israël. Je passe rapidement sur ça, mais juste pour citer un élément, John Kimche, un journaliste juif, je ne dis pas israélien parce qu'Israël, au moment où il écrit ça, n'existait pas encore, donc raconte comment le 9 avril 48, avant l'État d'Israël, 254 Arabes ont été descendus froidement aux mitraillettes à Der Yassin, et ensuite les milices qui ont commis ce massacre paradaient dans les autres villages avoisinants en disant « Si vous ne partez pas, il vous arrivera la même chose que Der Yassin ». Alors, rapidement, sur la carte, l'ONU donne à Israël la partie que vous voyez en bleu et pour un État arabe, la partie que vous voyez en jaune. À cette date-là, les Juifs vivant en Palestine étaient passés de 13% en 1922 à 33%, évidemment parce qu'il y avait eu le génocide terrible des Juifs dont je n'ai pas besoin de vous parler ici. Et donc, mais à ces 33%, on accorde 56% du territoire et aux 67, aux 2 tiers de la population, on leur donne les 44 restants et on les pousse dans l'arrière-pays, dans les parties plus arides, et alors que les meilleures terres sont données. Donc, ils trouvent ça injuste, ils n'acceptent pas et la tension persiste. Cette carte est fondamentale parce que depuis 1949, tout joue autour de ces 2 territoires-là, Cisjordanie, Gaza, qui forment, rappelez-vous, 22% du territoire. L'objectif d'Israël était de faire même bas sur ces 22%. L'objectif des Palestiniens, dans un premier temps, était de dire on a été chassés, on veut tout, et ensuite de réaliser que le rapport de force n'était plus là, et pas seulement que le rapport de force n'était plus là, mais qu'il y avait eu entre-temps une société qui s'est développée en Israël avec ses institutions, des gens qui sont nés en Israël. On ne pouvait plus penser de la même façon en 1947 qu'on pense en 1997. Et donc, la tension reste telle qu'elle, et on n'arrive pas à résoudre la tension. Je veux dire un mot, parce qu'il y a une partie très importante qui a été soulignée par Omer Bartov. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom. Omer Bartov est un historien israélien spécialiste des génocides qui enseigne aux États-Unis et qui a été soldat dans l'armée israélienne et qui s'est battu en 1967 et qui dit dans un article du Guardian du 13 août 2024, il dit « Moi, je me suis battu, j'ai risqué ma vie pour défendre Israël. On ne peut pas m'accuser d'antisémitisme ou quoi que ce soit. Et je dis, en tant qu'historien des génocides, que ce qui se passe à Gaza est bel et bien un génocide. » Mais une des choses intéressantes qui m'a interpellé dans son texte, et il parle un peu de Moshe Dayan, qui était le chef des armées, et qui doit dire un message funèbre, un éloge funèbre, quand un citoyen israélien était tué par des jeunes qui ont traversé la frontière de Gaza et qui l'ont tué. Et que dit Moshe Dayan? Il dit « Ne jetons pas l'opprobre sur les assassins d'aujourd'hui. Pourquoi leur reprocher la haine brûlante qu'ils nous vouent? Cela fait 8 ans qu'ils vivent dans des camps de réfugiés de Gaza, alors que nous sommes appropriés sous leurs yeux la terre et les villages dans lesquels eux et leurs ancêtres avaient vécu. Ce ne sont pas les Arabes de Gaza que nous devons blâmer pour le sang de Roïl, le jeune Katchidje, mais nous-mêmes. » Ce n'est pas un jeune refusnik qui dit ça. C'est le général en chef de toutes les armées, le chef de toutes les armées israéliennes. Et ensuite, il ajoute, il dit « Mais nous n'avons pas fait ça. 6 millions de Juifs qui ont été tués dans l'Holocauste nous regardent. Nous, avec un fusil à la main et une bêche dans l'autre main. » Et donc, ce dilemme moral a complètement disparu aujourd'hui des élites sionistes en Israël, mais c'est intéressant de voir comment eux le vivaient à cette époque. Bon, je vais passer rapidement sur un certain nombre de dossiers parce que le temps ne le permet pas. Je vais arriver rapidement à Oslo. Je vais passer très rapidement sur les propositions de paix qui ont été faites de part et d'autre. Je vais arriver aux accords d'Oslo. Et je vais terminer avec un petit commentaire sur les accords d'Oslo. Quand Oslo a été
conclu en 1993. Moi, j'étais un de ceux qui... Je ne suis pas palestinien, je n'ai pas un lien direct avec la question. C'était un intérêt éthique et politique pour moi depuis longtemps, puis c'est devenu un intérêt très important. Mais donc, moi, je réagissais positivement et j'ai encore en tête les images des jeunes Palestiniennes de Gaza qui mettaient des fleurs dans les fusils, dans les canons de fusils de l'armée d'occupation, parce qu'ils pensaient que Oslo allait amener la paix. Oslo, c'était la reconnaissance mutuelle. Et par la suite, on s'est rendu compte que Oslo était une arnaque. Pourquoi une arnaque? Premièrement, l'objet des négociations, si vous lisez tous les textes d'Oslo, le mot État palestinien n'apparaît nulle part, ni comme objet des négociations, ni comme objectif futur. Il n'apparaît pas. On parle juste d'un arrangement permanent. Et sur quoi il est basé l'arrangement permanent? Sur les résolutions 242 et 338. Je vais dire un mot là-dessus avant d'ouvrir le débat. Premièrement, ce qui est reconnu, donc les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël et sa légitimité dans ces territoires. Qu'est-ce qu'Israël reconnaît? Elle reconnaît qu'une autorité palestinienne à former va pouvoir parler au nom de certains Palestiniens. Pas tous, certains, ceux de Cisjordanie et de Gaza. Point. Elle ne va pas parler au nom des autres Palestiniens. Aucun territoire n'est mentionné, aucune prérogative n'est mentionnée. On ne dit pas qu'est-ce qu'ils auront le droit de faire. On dit simplement Israël reconnaît que ce groupe de personnes peut parler au nom des Palestiniens, alors que les Palestiniens, eux, reconnaissent l'État. Quelle est la référence légale d'Oslo? La résolution 242 et 238. Que disent ces résolutions? Le mot Palestine et Palestinien n'apparaît pas dans ces résolutions, comme il n'apparaît pas beaucoup non plus dans l'entente Trump-Netanyahou d'il y a 2 jours. En fait, la seule façon dont on fait, la seule référence aux Palestiniens est la ligne que vous voyez vers le bas en jaune, de réaliser un juste règlement du problème des réfugiés. On ne dit pas des réfugiés palestiniens, même ça on ne le dit pas. Et on ne dit pas c'est quoi un juste règlement. Et en même temps, on dit respect et reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique de chaque État de la région, ça veut dire d'Israël aussi. Donc, l'État d'Israël et la reconnaissance de l'État d'Israël dans ses frontières est reconnue dans les accords d'Oslo, mais rien de tel pour les Palestiniens. Alors, le résultat, puisque le temps est court, le résultat était que, suite aux accords d'Oslo, la colonisation illégale aux yeux de la 4e Convention de Genève, de l'article 49 en particulier, a repris de plus belle et le nombre de colons a été multiplié par 5 en quelques années après Oslo, 6 ou 7 ans, par rapport aux 25 ans précédents. Donc, avant la paix, Israël n'arrivait pas vraiment à prendre le contrôle du territoire. Sous couvert de la paix, Israël a pu le faire de façon très rapide. Et ce qui l'a aidé, c'est que sous prétexte d'aller graduellement, on a divisé le territoire en 3 morceaux, Israël contrôlant 60% du territoire et faisant ce qu'il veut là-dedans. Et c'est là que les nouvelles colonies ont été construites, que des voies de contournement ont été faites, que tous les petits bouts que vous voyez ici ont été isolés les uns des autres. Le meilleur texte d'analyse que j'ai vu, c'est celui de l'anthropologue israélien Jeff Halper, fondateur de l'organisme Israeli Committee Against House Demolitions, qui a écrit un texte qui s'appelle The Matrix of Control, où il montre comment ce qui a été mis en place a permis de quadriller le territoire de la Cisjordanie au bénéfice des colons, au détriment des Palestiniens. Et c'est ça qui amène au désespoir qu'on voit aujourd'hui. Je pourrais en dire plus long, bien sûr. Je vais m'arrêter pour ouvrir la discussion. C'est l'élément essentiel que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté. Jean-Paul, la parole est à toi pour ouvrir l'échange et puis après, je poserai un certain nombre de questions. D'accord. Écoutez, moi, je vais prendre un peu, puisqu'on va discuter, je vais prendre un peu un contre-pied. Je vais prendre un contre-pied. Quand on examine effectivement les étapes de cette conquête de la Palestine depuis un siècle, on se focalise effectivement sur ces dates, on se focalise sur
la structuration du mouvement sioniste, puis la création d'État d'Israël, avec en arrière-plan, évidemment, toujours la Shoah, qui a pesé énormément sur les positions des Occidentaux. Et par ailleurs, évidemment, tout s'est mis en place à une époque qui était la colonisation. C'est-à-dire que ce qui se passe au moment du mandat en Palestine se passe au Liban, se passe en Syrie, se passe... Donc, on a, au fond, une création dans un contexte qui est fondamentalement colonial. Tout à fait. Le mandat, c'est l'article 22 de la Société des Nations, et l'article 22 de la Société des Nations, il faut le relire, parce qu'il est quand même intéressant. Il dit en substance que les États civilisés doivent aider les peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes, je cite exactement, eh bien, les États donc civilisés ont une mission sacrée de civilisation. C'est la formule, une mission sacrée de civilisation pour ces peuples qui sont non encore capables de se diriger eux-mêmes. Alors c'est vrai pour le Liban, la Syrie, enfin toute la région de ce qu'on appelait à cette époque-là le Levant. Donc il y a ce contexte, et ça c'est un énorme facteur, la colonisation, le rapport aux Occidentaux, tout ça. Mais moi je voudrais mettre, dans les 3/4 d'heure que j'ai, je voudrais mettre l'accent sur un point qui me paraît essentiel, ou 2 points plutôt, 2 points. C'est la question nationale palestinienne et l'inertie des États arabes ou la complicité des États arabes. Parce que je ne pense pas qu'on puisse simplement lire cette conquête sans ces 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la question du fait national, de la conscience nationale palestinienne et sa structuration. Alors on pourrait longuement en parler. Vous avez tout à l'heure rappelé qu'en 1900, on parlait des Arabes de Palestine, on ne parlait pas des Palestiniens, de même qu'on ne parlait pas des Syriens ni des Libanais, etc. Il y avait autre chose. Nous sommes dans l'Empire ottoman avec un rapport au pouvoir, un rapport à la conscience identitaire qui est tout à fait différente de ces mouvements nationaux qui vont se créer ou pas se créer. Hein. La question kurde, par exemple, bon, alors je ne vais pas me lancer là-dedans, il y en a pour longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que si on prend la séquence 1922-1947, c'est-à-dire en gros, enfin pas en gros, la période de l'Empire, du mandat britannique, où en est la naissance, l'émergence du nationalisme palestinien. Or, il y a effectivement émergence du nationalisme palestinien. Et cette émergence du nationalisme palestinien, en fait, elle est peu structurée. C'est-à-dire qu'on a l'impossibilité de mettre son micro sur le... Voilà, bon, je vais le tenir. Et donc, il y a une structuration de la conscience nationale, elle est lente, elle est complexe, elle est en partie accélérée avec la guerre civile de 1936, et en même temps, elle est brisée par cette période. Hein. On a un sentiment que un nationalisme palestinien émerge dans ces années-là, et la répression britannique et aussi sioniste est terrible, et l'élite palestinienne est complètement... érasé à ce moment-là, il ne faut pas oublier ça. Mais dans ce mouvement-là, donc, qui est un mouvement crucial dans l'histoire palestinienne, il y a une division profonde entre les uns et les autres, M. Chibil et les autres, etc. Al-Jamin al-Husseini. En plus, il y a toutes ces errances de Al-Jamin al-Husseini. Donc, on a là une période où le Palestinien en tant qu'entité politique n'arrive pas à s'affirmer. Arrive 47-67, je reprends votre chronologie, entre 47 et 67, alors là, c'est comment dirais-je, c'est l'éclatement, l'implosion, puisque finalement, le destin historique de chacun des Palestiniens se retrouve complètement dispersé. Les uns se retrouvent réfugiés on ne sait où, à Gaza, au Liban ou ailleurs, les autres se retrouvent citoyens d'Israël. Et c'est intéressant de voir ce que sont les Palestiniens dans ces années-là. Les quelques Palestiniens qui restent à ce moment-là, ils sont abasourdis. C'est une autre société qui s'impose, un autre pouvoir qui s'impose. Et ils votent, pendant les premières années, ils votent travaillistes à 70%. C'est quand même intéressant. Avant qu'il y ait, avec notamment le Parti communiste palestinien, une émergence de partis arabes qui vont du coup drainer, comme c'est le cas maintenant, mais ça a pris plusieurs années. Et c'est normal, compte tenu de ce qu'était la société éclatée, désemparée. Donc, là encore, une société émiettée, y compris territorialement. Et puis, il y a ça, c'est un point et qui rejoint l'autre facteur que je vais évoquer brièvement, sinon ça va être un peu long. Mais l'autre point, c'est que je dis, il y a des réfugiés un peu partout, et puis il y a ceux qui sont en Israël, et puis il y a ceux qui sont en Jordanie. La Jordanie annexe. Il ne faut jamais oublier ça. Donc dans la conquête, là, et quand la Jordanie annexe toute cette partie
de la Palestine, et Jérusalem-Est inclus, il faut rappeler ça. Et qu'est-ce que fait le pouvoir hachémite de Jérusalem-Est? Il le marginalise complètement. Le pouvoir est à Amman, il n'est pas à Jérusalem-Est. Et donc la Jordanie, et en plus à l'école, c'est-à-dire les mômes qui ont 4-5 ans en 1948, 49, 50, ben on leur interdit d'être palestiniens. Ils sont jordaniens. Et donc les mômes qui arrivent à l'âge de 20 ans en 1966, avant la guerre, donc avant le basculement que vous avez évoqué, ben, ils sont jordaniens. Alors ils sont palestiniens aussi. Mais bon, voilà, s'ils disent à l'école qu'ils sont palestiniens, ils ont un problème. Parce que les Jordaniens, bon, voilà. Et donc ça me fait arriver à, pour aller vite, à cette complicité des États arabes à ce moment-là. Et je ne parle pas d'Égypte qui a mis la main sur Gaza, et ça va continuer. Donc on a vraiment le poids des pays arabes, et puis cette division. Et cette division, j'y reviens d'un mot, je n'ai pas construit mon exposé, mais c'est ces deux points, la division des Palestiniens et les complicités des pays arabes. Mais revenons un instant sur la division des Palestiniens, qui a été instrumentalisée toujours par les États arabes, toujours par les États arabes. Moi, je me souviens d'un voyage à Damas, il y a bien longtemps, j'étais étudiant, ou je ne sais plus ce que j'étais à l'époque, où les responsables syriens me présentaient les gens de Al-Saïka. Saïka, c'était quoi? C'est une organisation palestinienne qui devait faire la peau à qui? À Arafat. Et on me présente les trois représentants, voilà l'avenir. C'était en 1800 quelque chose, parce que c'était il y a très longtemps. Non, c'était au moment du début de la guerre civile au Liban, je me souviens très bien. Et donc, c'était pas tant, les Syriens voulaient faire la peau d'Arafat et de l'OLP. Donc voilà. Et puis l'OLP, donc il y a toujours cette division. Alors certains Palestiniens vont aller du côté syrien, la Saïga, et ça rejaillit sur la vie constante des Palestiniens. Moi, j'ai encore une anecdote, mais Bassam Chaka, qui était le maire de Naplouse, maire élu. Il était complètement pro-syrien. Pourquoi? Parce que si vous regardez la carte, Naplouse, c'est l'aire d'attraction de Damas, et à l'époque de l'Empire ottoman, c'était évidemment des zones qui étaient tout à fait liées entre elles, quoi, des communautés de vie. La division palestinienne, elle a été constante entre 1922 et donc avec ces rapports complexes avec les pays arabes jusqu'à aujourd'hui. Et la seule période où il y a une division qui est contenue, cette période très courte finalement, où Arafat, entre 1968 et puis peut-être la fin d'Oslo, quoi. Eh bien là, il y a non pas une unité palestinienne, mais il y a une capacité d'Arafat de tenir les contradictions. Voilà. Bon, et ça c'est le malheur des Palestiniens. Et juste encore un mot, je ne veux pas être trop long, mais cette division, elle a en plus une dimension mais profonde, un fossé abyssal aujourd'hui entre les courants, on va dire, les courants, parce qu'il n'y en a pas qu'un, les courants islamistes et les courants, disons, nationalistes laïcs. Et ça, c'est un drame dans le drame. Et ça apparaît vraiment, disons, à la fin des années 80. Hamas naît en 1987-88. Et moi, je me souviens, là encore, anecdote, mais la violence des réactions des cadres du Fatah lorsque le Hamas gagne les élections en 2006, car il gagne les élections en 2006, et les gens du Fatah me disant jamais on ne les laissera gouverner, jamais. Et ils vont tout faire et ça va être un drame parce qu'il y aura un gouvernement d'union nationale qui va durer quelques mois avec Ismaël Haniyeh comme patron. Ça ne va pas durer longtemps. Hein, et les Européens sont là aussi pour casser tout ça. Donc, si vous voulez, moi, j'étais un peu confus dans cet exposé, mais il y a deux points qui me paraissent fondamentaux. Cette incapacité, dont on peut très bien comprendre d'ailleurs les raisons, du nationalisme palestinien émergent et ensuite consolidé, car évidemment, depuis des années, des décennies, il est consolidé, d'avoir une unité, de dépasser leurs contradictions. Et aujourd'hui, on en a ce tragique constat. Il n'y a pas de leadership palestinien. Il y a une autorité palestinienne qui n'existe plus et il y a un Hamas qui ne fait rien. Voilà. Donc c'est terrible ça. Et donc ils ne peuvent plus parler. C'est constant. En 48, ils ne pouvaient pas parler. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parler. Et ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je fais un résumé de mon exposé rapide. Le deuxième point, c'est la complicité des Arabes. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. La Jordanie a avalé les. Pourquoi d'ailleurs Abdallah est mort comment? Il est mort assassiné par un Palestinien
Palestiniens. Je veux dire, voilà, parce que ils ont mis la main, enfin, l'Abdallah a mis la main sur l'autre côté du Jourdain, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, à qui parler? À qui parler? Ouais. Et dernière, je termine encore une anecdote, ça ne va pas être trop long, cette anecdote, mais qui va dans le même sens. Un jour, j'étais à Ramallah, au QG du Fatah, tout ça. Et je dis, c'est il y a quelques années, et je dis au dirigeant qui était là, du Fatah, vous avez un candidat, c'était, je sais pas, en 2018, 19, je sais plus. Je dis, vous avez un candidat potentiel pour une présidentielle qui pourrait ressouder un peu les rangs parce qu'il est accepté par le Hamas. C'est Barghouti, Marwan Barghouti. Donc je dis, vous avez Marwan Barghouti. Et là, il y avait 4-5 types en face de moi et ils me disent, mais c'est pas son tour. C'est pas son tour. Bon, c'est pas son tour, ça veut dire que c'est à l'appareil de décider. Et c'est le voilà. Donc si vous voulez, c'est ces questions qu'il faudrait aussi travailler parce qu'elles sont. Elles me paraissent. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu. Non, c'est très bien. Alors, première chose, je souscris à ce que vous dites, mais ça ne contredit pas mon raisonnement principal. Et je vais ajouter une chose. Je suis en train de terminer la lecture d'un livre fantastique de Eugene Rogan, The Arabs, qui est paru récemment, qui donne des outils très similaires à ce que vous dites, qui raconte cette histoire tout au long du 19e siècle et du début du 20e siècle, les manipulations coloniales, les trahisons des élites arabes, et ainsi de suite. Je ne veux pas essayer de justifier pourquoi, mais je vais essayer de comprendre pourquoi il y a eu ces élites arabes. Pendant 4 siècles, ces sociétés sont restées sous l'emprise de l'Empire ottoman. Il n'y a pas eu d'élites politiques qui ont émergé, qui ont eu le temps d'établir leur légitimité. Ça prend des décennies, ça prend des siècles, et ça n'a pas eu lieu. Ça, c'est le cadre général. Je souscris au fait qu'il y a une complicité des États arabes. J'ajouterais qu'il n'y a pas un seul État arabe aujourd'hui qui peut prétendre être démocratique. Et donc, ils essayent de sauver leur peau en faisant toutes sortes de calculs avec les Américains, les Israéliens, ainsi de suite. Et donc, la faiblesse. Ceci dit, je vais revenir sur les 3 points principaux. Le contexte colonial, c'est vrai, mais la Palestine était la seule des colonies où c'était une colonie de peuplement. On ne voulait pas, comme en Syrie ou au Liban, avoir une influence sur les élites politiques. On voulait que les gens partent. C'est ça la différence. Et on a tout fait pour qu'ils partent. Ça, c'est le premier point. L'émergence du nationalisme palestinien, c'est vrai, mais c'est aussi vrai de l'émergence du nationalisme sioniste. Avant le 19e siècle, pendant le 19e siècle, qu'est-ce qu'un juif russe et un juif anglais avaient en commun? Pas grand-chose. Ils formaient un peuple, mais un peuple au sens spirituel. Un peuple qui portait un message spirituel et ils se reconnaissaient comme peuple spirituel. Pour les faire passer de peuple spirituel à peuple politique, ça a pris les pogroms, ça a pris aussi l'Holocauste. Et en fait, c'est face aux agressions extérieures que le nationalisme sioniste s'est constitué, de la même façon que pour les Palestiniens, mais un peu avant. Et Michel Sibony, que tout le monde doit connaître ici, je suppose, a écrit ce merveilleux livre, qui est une collection d'une trentaine de textes, qui a pour titre « Antisionisme, une histoire juive ». Mon collègue à Montréal, Yaakov Rabkin, a écrit un livre qui a pour titre « Histoire de l'opposition juive au sionisme ». La majorité du temps, les Juifs du monde entier étaient opposés à l'idée sioniste. Ils ont acquis la légitimité, comme conséquence des pogroms, des discriminations, de l'Holocauste, et aussi par les succès qu'ils ont eus en Palestine. Donc, ça a été un processus très similaire à celui des Palestiniens, mais le rapport colonial étant inversé, les Palestiniens n'ont pas réussi à réussir cette transition qui a commencé plus tard et qui, elle, a pour ennemi pas seulement Israël, mais tout l'Occident. Alors, donc la conscience, pour l'errance des élites, je vous suis à 100%, je dirais, j'ajouterais même à ça que lors de l'élection du Hamas, le président Carter a été envoyé dans une délégation pour observer
les élections en 2006. Et il y a un passage dans son rapport très intéressant où il dit que, ces élections du Hamas ont été parmi les plus transparentes qu'il a vues, lui, en tant qu'observateur dans des pays du Sud. Et deux, il analyse pourquoi c'est le Hamas qui a gagné. Et dans ça, une partie des éléments, ce sont ceux que vous avez dit, mais l'autre partie des éléments, c'est qu'Israël a tout fait pour discréditer et délégitimer les gens qui voulaient faire la paix avec eux. Et Ehud Olmert, l'ancien président israélien, l'a dit à la télévision française, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Il a dit, nous n'avons pas compris le Hamas. Nous pensions que c'était quelques bigots qui allaient garder les gens dans leurs églises, donc nous les avons appuyés à fond. Dans leur mosquée, excusez-moi, c'est un lapsus. Donc, freudien, je ne sais pas, mais c'est un lapsus. Donc, dans leur mosquée. Et donc, ils pensaient que, voilà, ils n'allaient pas. C'était plus facile de dominer, de contrôler le territoire avec le Hamas qu'avec avec le Fatah. Ensuite, le Hamas, je suis en contact avec des gens en Palestine, à Gaza, qui disent, au bout de quelques années, les mêmes facteurs qui causent la corruption. Moi, je suis encore sous le décalage horaire. Donc, j'ai une excuse. Donc, les mêmes facteurs qui causent la corruption dans beaucoup de sociétés ont aussi causé des corruptions au sein du Hamas. Et si on dit que le Hamas est tellement étendu à Gaza, c'est parce que c'était le gouvernement. Donc, il y a le ministère de la Santé, c'est le Hamas, le ministère de l'Éducation, c'est le Hamas, et ainsi de suite. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en ligne de compte. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je vais intervenir à mon tour, non pas en disant tout ce que je souhaiterais dire, mais en indiquant à la fois mes points d'accord et mes questionnements sur le travail que vous avez rédigé et publié sous ce titre, La conquête de la Palestine. Parmi les points de départ, je trouve que c'est intéressant de situer le débat et le moment dans lequel vous avez écrit, où une de vos préoccupations, c'est de percevoir que tous les morts ne se valent pas. Et je suis d'accord avec ce constat. Mais ça ne vaut pas simplement pour les Israéliens et les Palestiniens, c'est à l'échelle de l'humanité. Hein. Tous les morts ne se valent pas, donc ça c'est un point très important. Le deuxième point qui me paraît très important, c'est que l'État d'Israël en tant que tel était un État inégalitaire. Il est libéral sur le plan politique, mais il est inégalitaire du point de vue du droit. Et il faut le rappeler, c'est-à-dire dans ses textes de loi, il est inégalitaire, donc ça c'est important. En revanche, j'insisterai davantage sur la situation dans le cadre de l'État d'Israël, des frontières de 67, et en Cisjordanie et Gaza, où il faudrait, à mon avis, bien davantage distinguer la condition des Palestiniens ici et là, et c'est très très important de mettre en évidence ce point-là. Sur la politique d'éradication voulue par les actuels dirigeants israéliens à Gaza, ça me paraît une évidence, et on est plusieurs à le constater, et les citations que vous donnez de ces dirigeants israéliens, donc qui veulent d'une manière ou d'une autre, par la fuite, par la mort, éradiquer une partie de la population, c'est assumé. C'est-à-dire, c'est assumé publiquement. Donc, ces citations doivent. Sur un quatrième point, nous avons un accord, c'est-à-dire qu'il y a une asymétrie des rapports de force. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont plus de poids de décider que d'autres. Et c'est le côté israélien qui est fort. Là où j'aurais des divergences et donc des questionnements, c'est la question de l'illusion rétrospective. En fait, vous partez de l'ouvrage et de l'essai de Theodor Herzl, qui s'intitule Der Judenstaat, et vous arrivez à la loi de 2018. Et vous dites, ben voilà, c'est écrit là, et on arrive à ça. En fait, déjà, le titre lui-même, c'est l'État des Juifs et pas l'État juif. Et si vous lisez cet ouvrage-là, dans le chapitre 1, le 6e point, c'est Palestine ou Argentine. Donc, en lisant l'ouvrage de Herzl, on n'a absolument pas l'évidence de ce que ça doit devenir. Il y a l'évidence de quelque chose pour les Juifs, mais il n'y a pas l'évidence de ça doit être ici forcément et là. Et donc, en fait, toute cette contingence et tout le long de cette histoire d'un siècle me paraît absolument fondamentale pour essayer de donner beaucoup plus de complexité au réel
alors que là, on a une illusion de la linéarité. Et c'est un vrai problème. Et je vais donner quelques exemples avec les trois grandes catégories d'acteurs, c'est-à-dire d'un côté les juifs, qu'ils soient sionistes ou non sionistes, de l'autre côté les arabes, qu'ils soient palestiniens ou pas palestiniens, et la troisième catégorie qui sont les Européens ou Nord-Américains qui jouent un rôle dans cette histoire-là. Je ne vais pas être trop long non plus, mais il y a des points qui me paraissent essentiels. D'abord, le nationalisme juif, comme vous venez de le dire, mais ce n'est pas écrit dans votre ouvrage, il précède historiquement le nationalisme palestinien. C'est-à-dire qu'il y a un décalage chronologique, mais il naît dès les années 1860 sur cette terre-là, pas simplement en Russie, pas simplement en Europe. Il y a une revue dès les années 1860 qui a, dans ce territoire qui ne s'appelle pas administrativement la Palestine, une revue qui parle et qui évoque cette idée de nation. Et donc, c'est très important de voir que c'est aussi localement qu'il y a des Juifs qui se sont dit il faut faire nation. Et l'Alliance israélite universelle a documenté ça. Et donc, c'est très intéressant que ce n'est pas simplement une importation d'extérieur. Donc, s'il y a, et je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit, un lien avec la colonisation européenne, c'est incontestable, il y a aussi un nationalisme endogène. Donc, c'est le mouvement national sur lequel il faut mettre en évidence. Deuxième exemple, la question de l'État binational. Cette question de l'État binational est débattue parmi les juifs sionistes dès les années 20, 30, autour de quelqu'un comme Martin Buber. Oui. En fait, ça n'apparaît pas non plus dans votre livre, et ça me gêne, parce que comme vous voulez démontrer quelque chose, en fait, vous évacuez tout ce qui ne va pas dans le sens de votre démonstration. Et donc, l'idée d'un État binational ne serait que d'un côté et pas de l'autre. Alors qu'il est clairement là, ce qui montre qu'il y a du débat, de la réflexion sur, mais dans les années 20-30, qu'est-ce qu'on doit devenir, nous, Juifs en Palestine, nous, Juifs dans l'État, dans le mandat britannique en Palestine. D'accord ? Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez évoqué Ehud Olmert. Ehud Olmert a dit, il y a quelques mois, alors il aurait mieux fait de le dire quand il était Premier ministre, mais il a dit il faut un État palestinien. On ne peut pas faire autrement. Et clairement, on ne peut pas se contenter de ce que beaucoup ne disent pas, mais pensent très fort, c'est-à-dire qu'il y a déjà un État par les Palestiniens, c'est la Jordanie. Ça, c'est très net. Je vais prendre maintenant mon deuxième groupe. Le deuxième groupe qui sont les Arabes, palestiniens ou pas palestiniens. Ne pas parler de l'accord Faisal-Weizmann, qui est un problème. Pourquoi? Parce que Weizmann et Faisal s'accordent sur l'accélération de l'immigration juive en Palestine. Cet accord est conditionné. Il est conditionné à l'existence d'un État arabe qui n'est finalement pas accordé, au moment de la conférence de la paix, à Faisal. Ça veut dire que Faisal, il a dit « j'ai besoin d'une immigration ». Donc, ce n'est pas simplement les Britanniques, ce n'est pas simplement un haut commissaire britannique. Il y a aussi des acteurs locaux qui disent « on a besoin de vous pour développer » et qui favorisent ça. Donc, je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Le deuxième exemple, c'est que, et c'est très peu connu, mais il y a un État de Palestine qui a été proclamé en septembre 1948 par les Palestiniens. Il y a un État de Palestine qui est proclamé en septembre 1948 à Gaza par des Palestiniens. Et une semaine après, à Amman, il y a d'autres Palestiniens, sous la coupe de Abdallah, qui disent « ce que vous avez fait, je ne l'accepte pas ». Et si on ne l'écrit pas, si on n'écrit pas que des Palestiniens ont proclamé un État de Palestine en septembre 1948, on passe à côté d'une réalité historique forte. Si on n'écrit pas que d'autres Palestiniens ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas ça, on passe. Ce n'est pas simplement la Jordanie, ou la Transjordanie à ce moment-là, et le roi de Transjordanie, l'émir de Transjordanie, et le roi d'Égypte, qui parasitent. C'est les Palestiniens entre eux qui ne s'accordent pas. Je vais plus loin que Jean-Paul Chadriot, c'est-à-dire il y a cette réalité-là. C'est-à-dire ils l'ont proclamé, cet État. Alors sur toute la Palestine, mais ils l'ont proclamé quand même. Et ce sont des frères palestiniens qui leur ont dit non. Donc ça il faut l'écrire, me semble-t-il. C'est absolument fondamental. Et puis le dernier moment, c'est évidemment celui de 2006-2007, c'est-à-dire après ces élections, après ce gouvernement d'union nationale, les uns chassent le Fatah de Gaza et les autres chassent le Hamas de la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'ils se déchirent à nouveau.
Et il y a combien d'accords depuis 2007, combien d'accords entre le Hamas et le Fatah? Et on ne les compte plus. Combien de fois ils se sont dit, nous sommes mis d'accord sur une chose? Et combien de fois, et là, ça n'avait plus sur rien. Là, le problème, c'est-à-dire, le problème n'est pas Netanyahou. Netanyahou est un problème gigantesque. Là-dessus, c'est pas Netanyahou, c'est d'abord eux. C'est d'abord eux. Mon troisième groupe. Dans votre livre, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Là encore, c'est, vous dites systématiquement que les Occidentaux ont soutenu ce processus-là. En fait, vous montrez très bien avec un exemple que ce n'est pas le cas. C'est l'exemple de la Chambre des Lords que vous avez donné ici. Mais tout au long de cette histoire, on peut montrer que ce n'est pas le cas. Je donne deux autres exemples. Premier exemple, quand Truman doit décider s'il va reconnaître, c'est-à-dire s'il va voter, s'il va faire voter son représentant aux Nations Unies, la partition. Il y a Marshall qui lui dit, si vous faites ça, on se tire une balle dans le pied et on a des guerres pour des décennies. Et il hésite. Donc, ce n'est pas du tout évident. Et puis, en plus, il y a l'Arabie Saoudite qui lui dit, ne le faites pas. Donc, Truman hésite. Et c'est attesté. Il n'y a aucune évidence que les Américains, ou les États-Unis en l'occurrence, du fait d'un vote de chrétiens messianiques ou d'un lobby juif dont vous parlez, l'AIPAC, qui vient après, etc., ont de tout temps soutenu. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une vraie hésitation. Et d'ailleurs, quelle est la puissance qui soutient Israël en 1948? La principale, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la France. C'est la France. Militairement, c'est la France. Mais c'est la France. Militairement, c'est la France jusqu'en 1967. Et c'est mon dernier exemple. C'est-à-dire, que fait De Gaulle en 1967 lors de sa fameuse conférence? Et il dit, vous n'auriez pas dû faire cette guerre préventive. Et si on lit toute la conférence en dehors de... Donc, il y a, là encore, me semble-t-il, cette histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Et en fait, à chaque moment, qu'est-ce qui s'est passé? Qui aboutit, parce que le résultat, c'est néanmoins celui-ci, celui où vous montrez très bien qu'après les accords d'Oslo, il y a un grignotage du territoire. C'est-à-dire, en fait, les autorités israéliennes au pouvoir se sont saisies de chacune de ces opportunités. Mais la linéarité n'est absolument pas évidente au départ. Et la totalité des acteurs, en fait, et si j'en parle, c'est parce que nous sommes dans un moment clé comme ça. C'est-à-dire le plan Trump, où on voit qui a dit oui et qui... c'est un nouveau moment clé. Et à chacun de ces moments clés, les Palestiniens, ils ont perdu un peu plus de territoire. À chacun de ces moments clés. Et donc, si on restitue la complexité de cette histoire, à mon avis, on n'a pas juste un acteur qui décide de tout et qui l'avait planifié, et des acteurs qui, finalement, ne sont que des victimes, quoi. Alors qu'ils ont... C'est tragique à dire, hein, mais ils ont leur part de responsabilité. Enfin, tous les acteurs ont leur part de responsabilité dans cette histoire-là. Et c'est vraiment extrêmement important pour la suite, parce que dans le moment que nous vivons, il apparaît évident que l'actuel gouvernement israélien ne fera aucune autre concession, y compris pour un État palestinien démilitarisé. Il y a des élections israéliennes dans un an, peut-être que ça changera, mais à l'heure actuelle, c'est absolument pas à l'ordre du jour. Et de la part de ceux qui sont au pouvoir, sur la fin de votre livre, moi je suis entièrement d'accord avec vous. D'accord. Merci pour ces commentaires. Rapidement, sur la question du nationalisme juif qui serait né en partie localement en Palestine, qui était le porteur de ce nationalisme? C'était les Juifs européens installés là-bas. À Lebanon, ce sont des Juifs locaux. Mais quels étaient leurs... C'est une petite revue, mais ils sont peu nombreux. Oui, ils étaient très peu nombreux. C'est-à-dire, l'écrasante majorité des Juifs arabes de la région n'endossaient pas le projet. Oui, mais comme la majorité des Juifs de l'époque, partout dans le monde. Et donc c'est un mouvement nationaliste minoritaire, je suis d'accord avec vous. D'accord, mais la logique première... Alors, peut-être je vais commencer par votre dernière remarque qui va expliquer un peu mes réponses aux autres remarques. C'est que d'abord, j'ai bien pris la précaution de dire ceci n'est pas une histoire de la Palestine parce qu'elle est plus complexe à cause de tout ce que vous dites. J'essaie de montrer la logique, une ligne conductrice, c'est celle de la prise de contrôle du territoire. Et là, oui, il y a eu des divergences, il y a eu des moments de recul, mais vous savez, dans n'importe quelle courbe d'évolution, ça va, ça vient.
Mais même si ça va et ça vient, il y a une direction, une tendance générale qui est lourde. Et la tendance qui est lourde, c'est la prise de contrôle du territoire, depuis le début. Alors, et moi, ce que je prétends, je vais un peu plus loin. Je dis que au départ, on voulait faire non pas du nettoyage ethnique, mais du transfert. Donc, je vais appeler ça un nettoyage ethnique courtois. Ça veut dire qu'on disait aux Palestiniens, s'il vous plaît, déplacez-vous. Dans tous les écrits internes des leaders sionistes, on dit, oh, ils parlaient de transfert. Ils disaient, on va au besoin donner beaucoup d'argent aux grands propriétaires pour qu'ils fassent des usines qui trouvent du travail. Donc, on souhaitait que les Palestiniens partent de façon courtoise, polie, au besoin en leur offrant de l'argent. Je pourrais faire une comparaison. Si vous achetez une maison, une fois que vous payez la maison et que les propriétaires partent, il n'y a aucune raison pour laquelle vous seriez antagoniste avec ces anciens propriétaires de la maison. Elle est à vous, vous l'avez achetée. Moi, je prétends que si les Palestiniens avaient accepté dans les années 20 et 30 de dire, OK, on s'en va, voilà, compensez-nous et on vous laisse, ils auraient été les meilleurs alliés d'Israël. Ce que j'essaie de dire, c'est que Israël n'en voulait pas au départ, le mouvement sioniste n'en voulait pas au départ aux Palestiniens. Ceux qui disent que sa motivation était la haine des Palestiniens était là, non. Non, ils en voulaient à la terre, pas aux Palestiniens. Et ils souhaitaient avoir la terre de façon non conflictuelle. Quand les Palestiniens ont résisté, c'est là qu'on a utilisé les armes. Et là, la majorité ont utilisé des armes. C'est pas par hasard qu'il y a eu 750 000 Palestiniens qui ont été expulsés de leur foyer. Et dès que l'État a pris l'État d'Israël a été fondé, on a passé la loi des absents, qui dit que si vous n'étiez pas dans votre maison, out, too bad. Elle est donnée à une famille d'immigrants juifs qui venaient de l'Europe. Donc oui, il y a eu à l'intérieur de ce mouvement des hésitations, des reculs, des avancées, des divergences. Mais la tendance lourde, c'est nous voulons la terre et pour avoir un État juif, il faut que nous soyons majorité. Nous ne pouvons pas avoir un État juif ou un État pour les juifs si on n'est pas la majorité. Et donc, la logique qui mène du désir de transfert, parce que c'est le mot qu'on utilisait, on n'en parle pas d'expulsion, il parlait de transfert dans les années 20 et 30. La logique du transfert au génocide de Gaza, c'est qu'on aurait souhaité qu'ils partent gentiment, poliment, en les compensant, en collaborant avec eux au besoin. Ils n'ont pas voulu, ben là, on va les forcer avec les armes. C'est ça qui est arrivé en 1947. Et s'ils résistent encore, ben on va aller jusqu'au massacre. Parce qu'on veut absolument que la terre soit vide. Et si on veut mieux comprendre Gaza, regardons la Cisjordanie aujourd'hui. Il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. Mais il y a des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont expulsés des camps. Il y a des oliviers centenaires qui sont arrachés pour élargir les colonies, et ainsi de suite. Donc, il y a bien, je prétends, j'affirme, qu'en dépit de ces complexités qui sont là, je ne veux pas les nier. Moi, j'ai essayé de faire un livre de cette taille et non pas un manuel de 600 pages. Je ne suis pas historien. J'ai essayé d'expliquer une chose, que Gaza est la suite logique d'un désir de prendre le contrôle du territoire, gentiment si possible, en chassant les Palestiniens en les menaçant s'ils ne veulent pas et en les massacrant s'ils résistent encore. Alors, ça, c'est pour les autres éléments, je ne suis pas contre ce que vous avez dit, dans le sens que la logique du nationalisme, bon, elle était quand même, il y a eu quelques voix en Palestine, mais ce n'étaient pas eux les plus représentants, ce n'étaient pas eux les plus forts. C'était ceux qui a porté le mouvement, ça a été l'Organisation sioniste mondiale, ça a été des mouvements essentiellement européens qui ont été traités de façon très privilégiée par les Britanniques. Alors ça, c'était pour cette question. Pour les divisions entre les Palestiniens, oui, là-dessus, évidemment, les Palestiniens ont fait des erreurs incroyables. Je veux dire, personne ne peut défendre le choix qui a été fait, personne ne peut défendre les violences qui ont été faites, mais on peut comparer avec d'autres mouvements de libération où il y a eu, quand les mouvements n'étaient pas d'accord sur la stratégie, il y avait inévitablement des violences entre les partis, ça c'est vrai. Pour l'appui des puissances occidentales de l'OTAN essentiellement, qui n'étaient pas uniformes, oui, n'étaient pas uniformes, mais la tendance forte est toujours là.
1 an et demi après le début de Gaza, mon gouvernement, celui dont je suis citoyen au Canada, disait Israël a le droit de se défendre. Et je disais, mais vous reconnaissez sur votre site web du ministère des Affaires étrangères qu'Israël est une puissance occupante en Cisjordanie et à Gaza, que la 4e convention de Genève s'y applique et que les colonies sont illégales. On ne peut pas être à la fois une puissance occupante et en légitime défense. Donc, il y a eu un appui indéfectible par rapport au projet sioniste en général. Alors, et en plus de ça, bien sûr, la faiblesse politique des élites arabes, les trahisons, tout ça, je n'ai rien à dire contre, bien sûr. Alors voilà, c'est ça. Je n'ai pas retenu toutes les questions, mais en gros, c'est ça. Et puis voilà, on peut peut-être ouvrir le débat. On laisse la parole à... Est-ce que juste une petite dernière chose sur toute la question des divisions entre deux conceptions de l'identité, une conception ancrée sur la nationalité et le territoire et une autre ancrée sur la religion. C'était l'objet de ce livre d'avant, Islam et Islamisme. Je suis tout à fait conscient de ça. Et donc, oui, c'est un enjeu majeur et c'est un clivage qui s'est ouvert depuis le premier choc avec la modernité, qui a été un peu un des moments, c'était pas le seul, c'était l'invasion de Bonaparte en Égypte en 1798 et les écrits de Ghiberti qui sont absolument extraordinaires pour mesurer ce choc. Et le clivage s'est installé à ce moment. Est-ce qu'on réforme les institutions de l'intérieur ou bien on importe un modèle extérieur? Et ce clivage n'a pas abouti à des guerres tant que la région était sous contrôle colonial. Mais à partir de l'époque des indépendances, le clash entre les mouvements qui voulaient fonder l'identité sur l'islam et ceux qui voulaient fonder l'identité sur autre chose s'est fait beaucoup plus violemment. J'ai une question, je ne suis pas spécialiste de cette question qu'on aborde là. Je regarde comme beaucoup de personnes aujourd'hui le drame qui se déroule sous nos... Parce qu'on prononce très souvent le mot sionisme comme si c'était comme s'il y avait une permanence en fait. Le sionisme, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de décoder un peu son évolution? Est-ce que le sionisme d'une époque est un sionisme d'aujourd'hui? Et il a l'air d'être irrigué par de toutes nouvelles formes d'ambition ou de nouveaux arguments. Enfin, c'est la perception que j'en ai sans avoir beaucoup travaillé le sujet. Si on se réfère à un processus qui serait en germe depuis un siècle, ça laisse penser que c'est une sorte de permanence d'un sionisme qui est toujours égal à lui-même aussi depuis lors. On voit quand même dans un gouvernement israélien actuel deux acteurs qui ne semblent pas tout à fait sur le même nombre d'ondes qu'un Herzl. Ouais. Écoutez, c'est un peu comme islamisme peut-être? Tout à fait. Écoutez, dans tous les mouvements politiques et sociaux, il y a des évolutions. Ils ne restent pas identiques à eux-mêmes, mais il y a des continuités. Il faut voir c'est quoi les continuités et où sont les évolutions, les divergences. C'est sûr que le sionisme de Ben Gvir n'est pas le même que celui de Ben Gurion. Et que ça a évolué, qu'au début, les sionistes avaient sincèrement l'espoir de pouvoir établir des relations plutôt harmonieuses, même si c'était inégal avec les pays, avec les Palestiniens. Mais il y avait une chose qui est constante, et c'est sur ça que moi j'ai construit le livre. Ce qui est constant, c'est le désir de devenir majoritaire dans une terre qui était essentiellement arabophone et arabe. Essentiellement, à 95 ou 94%. Peut-être un peu plus parce que ce n'est pas tous les juifs arabes qui ont endossé l'idée de sionisme. Donc c'est peut-être des 6%, peut-être qu'il y en avait 3, 4, 5% qui ont endossé l'idée sioniste, mais pas les autres. Donc ça a évolué. Il y avait un espoir d'avoir des rapports harmonieux, mais de prendre le contrôle de la terre, d'être majoritaire dans cette terre, donc inévitablement d'en arriver à un transfert des Palestiniens, quand on veut le dire poliment, et à l'expulsion, si on le dit plus brutalement. Là-dessus, j'avais une exergue dans le livre que ma préfacière m'a suggéré d'enlever parce qu'elle était trop sexiste, et elle avait raison.
dans l'effort de convaincre d'autres communautés plus larges de se joindre à l'idée sioniste, les sionistes avaient envoyé une délégation de rabbins en Palestine pour voir commencer la terre du miel et du lait et du miel et les convaincre. Et ils avaient écrit une lettre assez courte où ils disaient: nous sommes venus, nous avons vu, la fiancée est très très belle, mais elle est déjà mariée à un autre homme. Et ce qu'il voulait dire, c'est que oui, c'est une belle terre, on pourrait s'installer ici. Il y a déjà un peuple qui habite là. Et c'est ça qui est constant, le désir de prendre le territoire, quelle que soit la condition quelle que soit la façon dont il faut adopter pour le faire. Et donc, ça a évolué. Vous avez tout à fait raison d'un sionisme qui se voulait plus ouvert, qui se voulait plus égalitaire. Avec Buber, c'était pas, il voulait pas chasser les Palestiniens, il y avait vraiment une tendance de vouloir prendre la terre. Et là-dessus, je voudrais parler un peu de l'antisionisme qui lui aussi a évolué. Parce que moi, je vois, enfin, dans les gens avec qui je travaille, deux sources de l'antisionisme. Une source religieuse et une source citoyenne. La source religieuse, celle de mon collègue Yaakov Rapkin, par exemple, et d'autres, qui disent les valeurs profondes du judaïsme, l'éthique du judaïsme, sont opposées au projet politique du sionisme. Et c'est de ce point de vue qu'on s'oppose à l'idée. D'autres ont une lecture plus littérale. Les Neturei Karta disent non, il y a telle phrase dans la Torah qui dit telle chose, on n'a pas le droit de faire un État avant que telle et telle condition soit réalisée. Donc c'est aussi une opposition religieuse, mais pas sur la base de l'éthique, mais sur la base des textes. Et ensuite, vous avez une opposition citoyenne au sionisme de juifs qui se disent je peux être croyant ou incroyant, mais ma conception des droits humains m'amène à rejeter le projet sioniste. Et donc, si vous voulez, à mesure que le sionisme s'est endurci, parce que plus il rencontrait des oppositions, plus il s'endurcissait dans la façon de faire la conquête. Et l'antisionisme a lui aussi évolué. Aujourd'hui, il est beaucoup plus fort. Vous avez des gens comme Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur israélien à Paris, qui prend des positions qu'il n'aurait pas prises quand il était professeur d'histoire à Montréal. Et j'avais eu plusieurs débats assez contradictoires avec lui sur ces questions. L'antisionisme aussi, à l'intérieur des communautés de culture juive, qu'ils soient croyants ou pratiquants ou pas, lui aussi évolue. Mais je ne sais pas si Eli Barnavi se qualifierait lui-même d'antisioniste. Non, je ne dis pas ça. D'accord. Non. Je dis simplement que... Non. Oui, vous avez raison de clarifier ça, j'aurais dû le préciser. C'est juste que sa critique du sionisme est qu'il n'approuve pas les excès qui sont commis au nom du sionisme et il s'en dissocie. Et dans Haaretz, d'ailleurs, quelqu'un m'a fait remarquer hier que le journal israélien Haaretz, le mot Haaretz signifie la terre, très significatif. Ça veut dire c'est la terre qui est le cœur de l'enjeu. Et dans Haaretz, plusieurs commentateurs ont écrit des textes où ils disaient j'ai défendu Israël toute ma vie, mais je ne suis plus capable de le faire. Je ne peux plus maintenant. Et qui étaient des sionistes déçus qui ont fini par devenir antisionistes. Je ne connais pas ces questions-là à proprement parler, et c'est vrai que quand j'entends parler des gens qui s'y connaissent, en parlant de l'Orient compliqué, effectivement, les idées simples s'éloignent. Alors, si d'une manière volontariste, vous chercher vraiment des idées simples, à cet exercice, et sans rien pour penser sur l'historique de cette question. J'essaie de comprendre ce que vous dites, monsieur, je n'ai pas lu votre. Donc vous faites, me semble-t-il, une analogie ou un parallèle ou une comparaison. C'est tout à fait légitime qu'on peut toujours tout comparer. Et en même temps, quand on compare, on peut aboutir au fait de constater des différences structurelles fondamentales importantes. Donc cette comparaison, ce parallèle, cette analogie, fait entre d'un côté, on va dire, les Juifs ayant un projet politique sioniste, et puis d'autre part, les Palestiniens.
Et au travers de ce que j'ai entendu en vous écoutant tous les trois, je ne peux pas ne pas constater une formidable différence de consistance entre les deux. Il ne concerne absolument pas la valeur irréductible et universelle de chacun des individus qui constituent ces deux identités culturelles, religieuses et politiques, bien évidemment. Et alors, en vous écoutant mieux, je semblais dire, oui, mais regardez, les Juifs, ils n'étaient pas d'accord entre eux, etc. Puis, au fond, même si l'idée sioniste est nationale et politique, etc., ce qui a vraiment fait prendre la sauce, si j'ose dire, ce sont les persécutions, les pogroms, la chose. Et puis alors, on se dit, bah alors, donc maintenant, comme les Palestiniens eux-mêmes souffrent de terribles souffrances, de terribles persécutions, si j'ose dire, ben vous voyez qu'ils sont tout aussi légitimes que les Juifs et ils vont y arriver au même titre. C'est vrai que ça me laisse un tout petit peu sceptique, si vous voulez. Et vous avez parlé d'un peuple spirituel qui va passer aux politiques en parlant de. Mais quel serait le peuple spirituel? Constituerait le peuple palestinien qui pourrait, à force de souffrance, un jour, avoir une identité politique. Oui. Tout le monde sait qu'il y a des Palestiniens chrétiens et musulmans, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui ont gagné, si j'ose dire, sur les autres. Écoutez. Donc, je finis, donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de parallélisme vraiment possible, non. Ce qui ne m'empêche pas de penser par ailleurs que l'évolution de la situation de l'État d'Israël, pour les raisons que vous venez de dire sur le plan éthique, font qu'ils ne pourraient pas continuer sans se nier eux-mêmes et sans nier le judaïsme, si par judaïsme on entend cette création culturelle et religieuse depuis la destruction du sujet. Écoutez, on n'a pas le temps d'aborder cette question comme elle le mérite parce que je pense qu'on doit quitter la salle dans quelques minutes. Je dirais qu'il n'y a pas de symétrie. La résistance palestinienne n'est pas fondée sur une idée spirituelle, même si le Hamas voudrait la fonder sur l'islam. Elle est fondée sur le fait qu'un peuple se fait chasser de sa terre. Donc, c'est un attachement à la terre. Alors que l'idée sioniste a été formulée et partagée par des gens qui habitaient en Angleterre, aux États-Unis, en Russie, en France. Et donc, il y a un autre type de logique qui a amené aux deux. Il n'y a pas de symétrie là-dessus. Mais c'est tout ce que je pourrais dire dans le temps qu'on a. Mais juste une petite note plus personnelle, c'est pour essayer de comprendre la question que vous avez posée, que j'ai abandonné mon doctorat en mathématiques et que j'ai passé à la sociologie. Voilà. Alors, nous remercions encore Rachad Anthony, Jean-Paul Chagnolet, et toute l'équipe de l'IREL, l'IRMAN, Vincent Blanca qui nous permettent, et nos amis de l'IREMO qui nous permettent d'assurer cette soirée. Merci à vous et merci pour les commentaires très enrichissants. Je vous assure que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Voilà.